Je vous remercie vraiment de cette invitation que j'ai fini par pouvoir accepter. Parce que quand elle a été lancée, on était en France dans une situation de grand trouble autour des contestations qui se sont développées autour de l'expérimentation de la BST de l'égalité. Et je regrette à mon tour que Muriel Sall ne soit pas là, parce que quand nous avons organisé en juin dernier un séminaire de formation de nos cadres inscrits dans notre plan national, dans ce qu'on appelle le plan national de formation, et qu'on a demandé à une universitaire d'intervenir. C'est Muriel Sall qui est venue, qui a porté la parole du monde de la recherche, une parole engagée. J'aurais bien aimé qu'on puisse poursuivre cette discussion, mais on la poursuivra de toute façon dans d'autres enceintes. Et ce qu'elle avait dit sur la nécessité de ne rien abdiquer, qui est aussi notre position au ministère français en matière d'éducation à l'égalité, de questionnement autour du genre, des hiérarchies qui sont très difficiles à faire bouger, avait, pour moi, pour en avoir parlé avec mes correspondants dans les académies, avait beaucoup réconforté un personnel de l'éducation nationale français assez ébranlé. Voilà, donc ça aurait été intéressant de l'entendre, et j'espère que vous aurez d'autres occasions. Alors, très, très rapidement, pour vous dire, moi, d'où je viens et en quel nom je parle. En fait, je dirige au ministère, à la Direction générale de l'enseignement scolaire, du ministère français de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, une mission qui s'intitule Prévention des discriminations et égalité filles-garçons, et qui est une mission placée non pas auprès de la directrice générale de l'enseignement scolaire, ce qui serait peut-être un peu plus simple pour introduire une vraie transversalité, mais bon, la transversalité se fait quand même, mais dans une sous-direction qui est chargée des questions de vie scolaire, et d'action éducative. C'est-à-dire que c'est une sous-direction qui se charge de tout ce qui n'est pas pris en charge par le service de la pédagogie. C'est-à-dire service des programmes, service des documents d'accompagnement, service qui a en charge les écoles, les collèges, les lycées. Et c'est une sous-direction qui a la particularité d'avoir en charge quelques sujets assez sensibles, notamment les questions d'éducation à la sécurité, d'éducation à la sexualité, hein, qui aussi ont cristallisé beaucoup de réactions ces 2 dernières années, malheureusement en France. Et c'est une sous-direction qui... en dehors du fait qu'elle traite quelques sujets dits sensibles, socialement sensibles, actionne à sa disposition des relais très intéressants qui sont les relations avec la société civile, puisque c'est dans la sous-direction dans laquelle je suis placée que se fait le dialogue avec les associations, notamment les associations qui contribuent à construire de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, mais également les associations qui travaillent sur les LGBT-phobies. Et ce dialogue complète un système de subventions, des subventions qui, comme j'imagine dans beaucoup de pays d'Europe occidentale, tendent à se réduire, et qui délivre un système d'agrément aussi pour pouvoir intervenir avec une sorte de label du ministère dans les établissements. Alors, moi, je suis à la tête de cette mission prévention des discriminations et égalité filles-garçons. Donc, mon travail, c'est un travail de contribution à l'élaboration de la politique publique. C'est un travail de relations donc intra-ministérielles, de relations interministérielles, notamment dans le cadre de la convention
interministériel pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Et en 2013, la 5e convention de ce type a été signée pour la période 2013-2018. La première convention interministérielle a été signée au milieu des années 80 en France. Donc on a quand même un recul, presque un petit recul historique sur la manière dont la politique publique en faveur de l'égalité à l'école a été menée et a porté des fruits d'effets assez variables. Et j'anime aussi un réseau de correspondants dans les académies qui sont des personnes chargées de mission égalité filles-garçons qui, par tradition et parce que dans un premier temps, les questions d'égalité ont été beaucoup abordées par le biais des questions d'accompagnement du choix d'orientation, donc de parcours scolaires différenciés et de mixité des filières. Donc ce sont encore beaucoup des personnels dans les académies qui sont chargés de l'accompagnement des choix d'orientation. Mais les choses changent un peu et on a aujourd'hui dans ce réseau des chargés de mission, donc il y a 30 académies, donc on a 30 chargés de mission, des proviseurs vie scolaire, c'est-à-dire des gens qui sont chargés auprès du recteur ou de la rectrice des questions de vie scolaire. On a aussi des inspecteurs, parfois du premier degré, plus souvent du second degré, et encore essentiellement des inspecteurs académiques, inspecteurs pédagogiques régionaux qui travaillent dans les champs disciplinaires de l'histoire-géographie, essentiellement. Et aussi on a des inspecteurs vie scolaire. Donc la question est prise en charge au ministère par alors, ce qu'il faut que je dise quand même pour être honnête, c'est que la mission que je dirige est une toute petite mission. Nous sommes deux personnes, mais on peut considérer que je peux m'adjoindre le concours des collègues de tous les bureaux. Et par exemple, récemment, nous avons eu à présenter notre politique en matière de mixité des métiers devant le Conseil économique, social et environnemental. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec le bureau de l'orientation et un peu plus anciennement, nous avons été auditionnés par une commission du Sénat qui a rendu un rapport en juin dernier sur les stéréotypes dans les manuels scolaires. C'est le rapport du sénateur Courteau. Et là, nous avons un bureau des programmes et des documents d'accompagnement avec lesquels je travaille. Donc c'est une mission, une petite mission, mais avec un objet transversal et des moyens de travailler quand même en transversalité. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai en charge les questions d'égalité entre les filles et les garçons. Alors, pour toutes les raisons qui sont liées au contexte assez tendu en France actuellement, on ne parle plus d'égalité de genre au ministère, on parle d'égalité entre les filles et les garçons. Bon. Ce qui n'exclut pas du tout de travailler avec le monde de la recherche et notamment les laboratoires qui travaillent dans le champ des études de genre. Et je travaille aussi sur les questions de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, donc les LGBT-phobies, mais également les discriminations fondées sur l'origine. Et j'ai aussi dans mon portefeuille toutes les questions liées à la laïcité et à l'intégration. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il y a une crispation quelque part, c'est une crispation qui irrigue tous les sujets de la mission qui est la mienne. Alors pour revenir au contexte de l'invitation qui m'a été faite par M. Hamtin et le Point Culture de Bruxelles, ça s'est passé à un moment où vraiment la contestation, c'est ce que je disais tout à l'heure de l'expérimentation de l'ABCD de l'égalité, avait déjà pris une très grande ampleur et on ne savait pas très bien comment on allait faire pour se tirer de ce mauvais pas, d'avoir à se justifier de faire des choses qui n'étaient finalement que dans le droit commun de ce que le ministère faisait depuis des années, avec un petit peu plus d'éclairage politique et un fort soutien
un fort soutien politique. Et entre le moment où l'invitation a été faite et aujourd'hui, le plan d'action pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école qui a été annoncé le 30 juin dernier a, on pourrait dire, succédé à l'ABCD de l'égalité. Et il a été présenté comme un plan venant amplifier l'expérimentation de l'ABCD de l'égalité. Donc on est passé à une autre échelle d'action. Ce qui introduit évidemment de la complexité, parce que je vais vous rappeler quelques chiffres sans vous abreuver, mais c'est une complexité qui est vraiment nécessaire, enfin moi, de mon point de vue et de mon expérience au ministère, si on veut franchir une étape dans la construction de l'égalité à l'école. C'est-à-dire que on ne peut... Bon, ce qui s'est produit auprès de l'ABCD de l'égalité, on ne peut que le regretter, mais j'essaye de ne pas être nostalgique et de me dire qu'on va réussir à faire des choses dans le cadre du plan. Alors pourquoi je vous donne quelques chiffres? C'est pas pour vous dire la France est un grand pays qui a de grands défis à relever, et, une école nombreuse, mais on a quand même... ce sont les chiffres de 2012-2013. Hein. Si on compte l'ensemble des élèves des premiers et second degrés, il y a plus de 12 millions d'élèves, 12 140 900 élèves. Et il y en a plus de 6 700 000 dans le premier degré et 5 millions dans le second degré. On a des personnels dans les écoles, les collèges et les lycées, donc j'exclus tous les personnels des administrations centrales et déconcentrées. On a 1 million de personnes. Donc quand on annonce dans un plan d'action pour l'égalité qu'on va former tous les personnels, ça représente 1 million de personnes. Évidemment, on peut pas faire ça en un an, mais on peut par étapes réfléchir à une manière de diffuser une culture de l'égalité. Et parmi ce million de personnel, on a un peu plus de 840 000 enseignants. Et on a, enfin, pour finir, 64 000, un petit peu plus de 64 000 écoles et établissements du second degré, donc premier et second degré. Et parmi ces 64 300 établissements, on a presque 53 000 écoles. Alors c'est intéressant de comparer le nombre d'écoles primaires, hein, si on parle de l'ABCD, qui ont été concernées par l'ABCD. C'était 275 écoles dans 10 académies. Et au total, on a 52 900 écoles. Donc on voit là, il y a quand même un saut quantitatif. Et dans ces 275 écoles qui étaient concernées par l'expérimentation de l'ABCD de l'égalité, il y avait à peu près 600 classes, qui représentent à peu près 600 enseignants, qui, si on le compare aux 841 000 enseignants au total, représentent quand même une portion assez réduite. Donc on change d'école, mais si on veut... Ce que disent ces chiffres aussi, c'est que si on veut former tout le monde, parce que c'est vraiment l'ambition du plan égalité, c'est une vraie gageure, mais si on y parvient... alors là, pour le coup, on aura des relais sociaux très importants. Et peut-être qu'une partie des résistances sociales pourront être aplanies ou en tout cas réduites par le fait que les élèves et les enseignants se seront appropriés le sens et la valeur du principe républicain d'égalité. Hein, parce que l'égalité, c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution française. Alors, l'ABCD de l'égalité, si je le compare au plan d'action pour l'égalité, là, sur lequel on travaille actuellement, c'était un dispositif qui était exclusivement un dispositif du premier degré. C'était d'ailleurs tout son intérêt. Qui prévoyait deux choses. Hein, c'était assez simple et le message a été assez brouillé. D'une part, une formation en cascade,
qui soit d'abord une formation des formateurs. Et en fait, les formateurs, ce sont les inspecteurs de l'éducation nationale, donc les inspecteurs et inspectrices du premier degré, et les conseillers et conseillères pédagogiques, qui sont des anciens enseignants qui accompagnent, soutiennent les enseignants en poste. Et dans un second temps, de cette formation en cascade, il était prévu de former les enseignants. Dans le cadre de la formation, là je vous parle de la formation continue, donc les 600 enseignants à peu près. Pour ça, on a mis quelques moyens, qui sont les moyens de la formation continue. On avait élaboré des cahiers des charges de formation qui ont été à peu près suivis, mais la limite de la formation, mais on va retrouver cette même limite avec le plan d'action pour l'égalité, c'est que la culture de l'égalité ne se décrète pas, et que c'est pas avec 3 heures de formation, mais ce n'est pas non plus à vous que je vais l'apprendre dans une année, et éventuellement un peu de suivi ensuite par le biais des conseillers et des conseillères pédagogiques, que les choses vont changer en profondeur. Donc ça, c'était la première, c'était le premier élément. Le deuxième, c'était de mettre à disposition des ressources, et de mettre à disposition des ressources pour les enseignants, pour, dans leur pratique de classe, la conduite de classe, mais également dans la manière dont ils exercent leur vigilance aux interactions entre les élèves, dans la manière dont ils utilisent des ressources pédagogiques, dont ils sont vigilants et conscients des stéréotypes véhiculés dans les manuels, par exemple, dans la manière dont ils peuvent utiliser la littérature de jeunesse, de mettre à leur disposition des ressources. Et c'est à cet effet-là que le site internet ABCD de l'égalité a été élaboré. Le plan d'action pour l'égalité, à la différence de l'ABCD, c'est que c'est un plan qui concerne les premiers et second degrés, avec toujours un dispositif de formation, mais cette fois-ci, on accorde une priorité aux cadres, parce que si on ne forme pas les cadres, et parmi les cadres, je parle des inspectrices et des inspecteurs, premier et second degré, des chefs d'établissement, et des personnels de direction, mais également des directeurs des services académiques, qu'on appelle les DAZEN. Et pour nous, ça c'est absolument essentiel, parce que on ne pourra pas parvenir à au résultat escompté s'il n'y a pas un vrai pilotage fort. Il faut que les responsables du pilotage dans les académies, tout comme les responsables du pilotage dans l'administration centrale, mais ça c'est une autre question de faire diffuser cette culture de l'égalité dans l'administration centrale. C'est la responsabilité en fait de la direction des ressources humaines, avec laquelle les relations de travail sont pour l'instant assez distendues. Mais le pilotage académique, c'est une vraie question. Et c'est une question qui a été soulevée très opportunément par l'inspection générale de l'éducation nationale, dans un rapport qui, pour moi, est une vraie feuille de route et un vrai cadre d'action, qui est un rapport sur la politique d'égalité entre les filles et les garçons dans l'éducation nationale, et qui dit que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les initiatives, de très bonnes initiatives, sont très isolées, et que tout ça manque singulièrement d'un pilotage, et repose sur quelques bonnes volontés qui, évidemment, s'épuisent si elles ne sont pas très fortement soutenues. Le plan d'action égalité, c'est aussi un plan d'action qui prévoit la mise à disposition de ressources existantes.
Nous n'allons rien inventer au ministère parce qu'en réalité, les ressources existent dans toutes les académies. Il faut juste les valoriser de manière intelligente, ce qui paraît simple comme ça quand quand on l'évoque comme je suis en train de vous l'évoquer, et qui en fait est d'une complexité très grande parce qu'il y a une matière absolument pléthorique dans laquelle il faut quand même qu'on essaye de faire un choix. Tout en respectant évidemment le principe très fort de la liberté pédagogique de l'enseignement, de l'enseignant ou de l'enseignante. Alors, ce que le plan d'action égalité ajoute par rapport à l'ABCD sont deux choses. C'est d'une part de réfléchir à la construction d'une politique éducative globale qui prenne à la fois en compte les enseignements, donc à la fois les contenus et les pratiques et méthodes, les actions éducatives, et notamment tout ce qu'on fait en relation avec la société civile, et la vie scolaire. C'est-à-dire la participation notamment des élèves, et en particulier des élèves filles, aux instances dans lesquelles ils et elles peuvent être représentés dans les établissements. Et ce que le plan d'action pour l'égalité dit également de manière très claire, c'est qu'il faut absolument que dans toutes les instances de pilotage des écoles, des établissements, la question de l'égalité soit à l'ordre du jour, au même titre que toutes les questions de transmission des valeurs de la République. Et enfin, le quatrième élément qui représente à la fois un vrai enjeu et certainement une vraie difficulté, c'est le fait de mobiliser l'ensemble de la communauté éducative pour contribuer à la réussite de cette politique d'égalité, y compris les parents, auxquels on ne va pas uniquement délivrer une information, mais auquel il faut faire partager la conviction que le projet éducatif en faveur de l'égalité des filles et des garçons, égalité des chances, égalité de traitement, égalité des possibles, n'est pas un vain mot, et en tout cas n'est pas ce pourquoi il a été pris par les opposants. Alors pourquoi on est passé de l'ABCD au plan d'action égalité ? Bon, le contexte de contestation très violente de l'ABCD, dans un contexte politique très particulier, ça venait juste après la discussion et le vote de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le fait que la communauté éducative ait été très fortement ébranlée, ça a été quand même les journées de retrait de l'école, je n'entre pas dans le détail, mais ça représentait une forme de violence symbolique très très forte pour les enseignants. Et bon, les volontés les plus claires, les plus affirmées, les gens qui étaient correctement, les enseignantes, les enseignants, et puis l'ensemble des personnels qui étaient correctement outillés, ont vu leurs convictions renforcées, mais il y a aussi pas mal de personnels qui se sont trouvés embarqués dans l'expérimentation de l'ABCD de l'égalité, sans avoir été des pionniers dans leur école, dans leur classe, en matière d'éducation à l'égalité. Et là, pour le coup, ces volontés un peu vacillantes n'ont pas vraiment résisté, et on aurait certainement dû. Moi, je ne bats pas ma coulpe, mais il faut quand même être réaliste. Il faut un vrai soutien compte tenu du contexte social, il faut un vrai soutien de l'institution, et un vrai soutien de l'institution, c'est
c'est quand même plus simple si on a un vrai soutien politique aussi. Et pour l'institution, ce qui est absolument essentiel, c'est qu'on ait aussi des moyens pour assurer ce soutien. Voilà. Il y a des moyens pour animer un réseau, des moyens... Bon. Donc, ce n'est pas du tout il ne s'agit pas du tout d'adresser un reproche au fait que des gens se sont dit « Ah oui, oula, il y a de la contestation, alors c'est certainement qu'il y a quelque chose qui cloche dans les objectifs de la BCD de l'égalité, mais en tout cas, il faut qu'on accompagne plus clairement les personnels. » Et puis ce que l'inspection générale a dit, qui était très intéressant dans son rapport d'évaluation de la BCD de l'égalité, là, un rapport qui est paru en juin, à la fin du mois de juin 2014, c'est qu'elle a dit que le dispositif, il fallait le revoir, qu'il ne pouvait pas être généralisé, tout simplement parce que, en réalité... si on outille les personnels, si l'outillage théorique et l'outillage pratique qu'on leur offre n'est pas suffisant, il peut y avoir des effets contre-productifs. Et d'où le coup d'accélérateur mis sur la formation dans le plan d'action à l'égalité. C'est-à-dire que l'inspection générale a dit qu'il fallait de toute façon amplifier le projet parce qu'il n'était absolument pas question de renoncer sur le terrain des valeurs à transmettre, mais qu'il fallait permettre au personnel d'agir de manière opportune. Et moi, je pense que ça doit vraiment être notre horizon pour les années à venir. Alors, je voudrais dire deux, trois choses sur ce que l'ABCD était et ce que l'ABCD n'était pas. Et pourquoi, enfin ABCD ou plan d'égalité, mais parlons de l'ABCD, et pourquoi il a été décidé une expérimentation à l'école élémentaire. Alors, vous savez, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on a dans le système français un luxe de textes, de textes législatifs, réglementaires, de conventions. La mission de favoriser la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans l'orientation, ça fait l'objet d'un article du Code de l'éducation. C'est inscrit depuis la fin des années 80 dans les missions de l'école, hein, la mission générale de l'école. Ça a été renforcé par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui est une loi du 8 juillet 2013, qui a ajouté 3 choses importantes. Alors, qui a ajouté ça dans les missions de l'école élémentaire, la mission de transmission de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a introduit un enseignement moral et civique, hein, dont le programme est en cours d'écriture et qui sera soumis à consultation pour une entrée en vigueur à la rentrée prochaine. Et l'enseignement moral et le projet de programme d'enseignement moral et civique, d'ailleurs assez largement inspiré pour ses attendus des programmes d'enseignement de morale non confessionnelle. Parce que une des rédactrices du projet de programme avait des contacts de recherche avec des collègues de Belgique travaillant sur les enseignements de morale non confessionnelle.
Donc les questions de prévention des discriminations et d'égalité filles-garçons sont clairement inscrites dans ce projet de programme. Et puis la troisième chose que cette loi du 8 juillet 2013 ajoute à notre arsenal juridique déjà très détaillé, c'est que désormais, dans la formation initiale des enseignants, qui se fait dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, il y a un tronc commun de formation qui prévoit notamment des séances pour agir en éducateur responsable, selon des principes éthiques, d'apprendre à transmettre les valeurs de la République. Et là encore, celle d'égalité entre les femmes et les hommes est écrite noir sur blanc. Alors après, de la théorie à la pratique, parce que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont mises en place depuis à peu près 1 an et que c'est quand même une révolution, en tout cas une révision en profondeur de la formation initiale des enseignants, les choses sont un peu sont assez inégales sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a des écoles supérieures du professorat et de l'éducation dans lesquelles les questions d'égalité sont tout à fait bien prises en charge avec des équipes d'universitaires tout à fait en pointe, et du point de vue de la pédagogie de l'égalité et puis de la recherche, surtout il y a des échanges entre les laboratoires d'études de genre et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Et puis il y a évidemment des écoles supérieures du professorat et de l'éducation dont les maquettes sont encore assez embryonnaires de ce côté-là, mais il peut y avoir d'autres priorités plus développées. Tout ça est en train de... Nous travaillons là-dessus, sur ces questions-là au ministère, et en relation étroite avec les services de l'enseignement supérieur, puisque les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont en fait suivies à la fois par l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Alors, on a, en plus de cet arsenal juridique et de ces inscriptions dans le Code de l'éducation, on a donc des conventions interministérielles. En France, je vous laisserai un exemplaire de la dernière, qui fixe le cadre d'action, et on en a qui abordent les questions d'égalité entre les filles et les garçons à l'école de manière transversale, c'est-à-dire à la fois sur les questions de parcours scolaire et d'orientation, mais également d'éducation au respect mutuel. Et donc là, il y a tout le champ de l'éducation à la sexualité, de la prévention des violences à caractère sexiste et sexuel qui est prise en charge également. Nous avons des conventions très claires. Nous avons aussi dans ces conventions des priorités, notamment dans la convention 2013-2018, une priorité au primaire qui était inscrite, et puis une priorité en matière de formation des enseignants. Et c'est pour ça que l'ABCD a été lancé. Pour autant, l'ABCD en tant que tel, dans ses méthodes et dans ses attendus, n'était pas une nouveauté, parce que l'ABCD n'était absolument pas un nouveau programme d'enseignement avec un horaire dédié. On a beaucoup entendu dire que, et de la part des partisans, que de la part des opposants, que c'était un nouveau programme qui avait 10 heures, etc. C'était pas le cas. En réalité, l'ABCD de l'égalité a été conçu pour la partie de ce que les enseignants étaient invités à faire devant les élèves. Ils étaient invités dans le cadre des programmes d'enseignement tels qu'ils existent actuellement, c'est-à-dire en privilégiant des entrées disciplinaires. Mais aussi en étant attentif à ce qui se passe dans la classe, dans les prises de parole, à ce qui se passe dans la cour, à ce qui se passe dans les espaces de l'école. Ils étaient invités à introduire dans leurs enseignements une vigilance particulière et des éléments sur les questions d'égalité.
Pour ça, on a mis à disposition des ressources qui ont été utilisées plus ou moins heureusement. Et ces ressources ont été assez inégalement utilisées. Alors, quand je dis que l'ABCD n'était pas une nouveauté, on l'a conçu en mettant, dans le cadre d'un comité de pilotage, autour de la table, tous les acteurs un peu concernés en France par les questions d'inégalité de genre à l'école donc alors on avait des représentants des ministères, des représentants, quelques chargés de mission académiques, des partenaires associatifs et puis des universitaires. Le comité de pilotage a fait trois choses. Il a élaboré des cahiers des charges de formation qui ont été relativement bien suivis, de formation pour les formateurs et pour les enseignants. Il a mutualisé un certain nombre de ressources. Il a fait remonter de la ressource c'est exactement la même chose qu'on est en train de faire sur le plan d'action pour l'égalité. C'est-à-dire qu'on on essaye de mettre à disposition de l'ensemble des collègues dans les académies les ressources que les uns et les unes et les autres considèrent comme les plus utiles, les plus immédiatement utilisables. Et la seule chose qu'on ait faite, et alors ça a été malheureusement ça a été un gros travail assez mal reçu, très caricaturé et très instrumentalisé, on a créé des séquences clés en main en choisissant des entrées du programme. Et donc vous avez certainement entendu parler, si vous n'en avez pas entendu parler, je pourrais y revenir au moment de l'échange, de ce tableau de Renoir, Madame Charpentier et ses 2 enfants, un garçon et une fille qui portaient le même vêtement parce qu'ils n'avaient pas atteint l'âge auquel on différencie par le vêtement les filles et les garçons. Et puis il y avait toute une séquence en histoire des arts, arts visuels, développée autour de l'analyse de ce tableau qui a été instrumentalisé et dénoncé comme une incitation à l'indifférenciation sexuelle, une valorisation. Enfin, voilà. Donc, on a eu également les mêmes. Tout ça est encore visible pour pas très longtemps, mais on gardera quand même des archives sur le site de l'ABCD de l'égalité. Les séquences pédagogiques sont consultables. Et puis il y avait tout un déroulement, alors pour les différents cycles, cycle 2, cycle 3 de la fin de l'école maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire, avec un luxe de détails. Alors manifestement assez peu maniables ou assez peu. Ces séquences ont, d'après ce qu'on a compris, un peu impressionné les enseignants qui ont préféré faire avec leurs propres outils. Puis le deuxième exemple, on avait toujours dans un parcours d'histoire des arts, une représentation de Louis XIV dans son costume de sacre et dans son costume de ballet. Et alors là, on nous a dit « Ah, mais pourquoi vous montrez le roi Soleil avec des talons sur un talon ?» C'est pour dire comme il y a un vrai travail un vrai travail à faire de réappropriation d'une culture commune, historique, qui là a été complètement instrumentalisée. Bon. Alors, après la phase de conception de l'ABCD, il y a eu une phase de formation où on a incité donc les enseignants d'une part à observer leurs pratiques pédagogiques, professionnelles, à observer les interactions entre les élèves, et puis on a fourni un outillage théorique sur les stéréotypes et leur fonctionnement.
Et tout ça pour notre objectif, c'était d'atteindre l'effectivité des engagements de la convention interministérielle et de toutes les conventions interministérielles qui ont précédé celle de 2013-2018. Et comme je vous le disais, ça ne se fait pas en 3 heures de formation des formateurs et en 3 heures de formation des enseignantes et des enseignants. Et ça se fait d'autant moins que la phase de développement de la BCD dans les classes a été avortée. D'une part du fait de la contestation, enfin essentiellement du fait de la contestation, et aussi tout simplement parce qu'il y a pas mal d'enseignantes et d'enseignants qui ne se sont pas sentis très à l'aise, et du retour qu'ont fait un certain nombre d'inspectrices et d'inspecteurs du premier degré, après quelques semaines, au maximum quelques mois de mise en œuvre concrète dans les classes de ce qui avait été suggéré dans les formations, qui étaient davantage des sensibilisations, en réalité, ce qu'ont fait les enseignantes et les enseignants, c'était parfois un peu mal compris. Et du coup, au lieu d'essayer de déconstruire un stéréotype, certains stéréotypes étaient renforcés. Enfin, c'était ça manque encore de temps, et on n'en verra pas les effets ni des écoles qui ont été pionnières dans le cadre de la BCD l'égalité, ni du plan d'action pour l'égalité. Dans 1 ou 2 ans, il faudra quand même quelques années, voire une dizaine ou une quinzaine d'années, si on maintient le cap. Et le cap, ça vaut quand même la peine de le maintenir, parce que en réalité, bien qu'on ait des conventions depuis le milieu des années 80, on se rend compte année après année que les parcours scolaires sont toujours aussi différenciés entre les filles et les garçons, qu'il y a une très faible mixité des filières, et qui est qu'on peut tout à fait mettre en regard d'une très faible mixité des métiers. Alors les filières, la mixité des filières professionnelles particulièrement est très faible. Et on se rend compte qu'il y a une prévalence des violences sexistes et sexuelles dans les écoles, dans les établissements, et dans la société, qui font qu'on est encore loin d'une égalité réelle, et que les objectifs des conventions interministérielles ne sont pas atteints. Alors je vous laisserai pour vos archives, ça se trouve aussi sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Tous les ans, notre service statistique produit un fascicule dont certaines et certains d'entre vous ont certainement connaissance, qui s'intitule « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité », de l'école à l'enseignement supérieur. Et en fait, ça montre très bien les différences de réussite, les différences de parcours, les différences de choix d'orientation, quels que soient d'ailleurs les résultats des filles et des garçons. Sont des choses connues. Là, elles sont statistiquement posées. Certaines académies, dans leur plan de pilotage académique, font également le même travail statistique, et déclinent en fait les entrées de cette brochure. Donc le phénomène est bien connu, on sait très bien où ça bloque. On sait très bien aussi que l'école ne peut pas faire seule, parce qu'il y a l'école évolue quand même dans une société qui est celle qu'elle est, c'est-à-dire une société encore très inégalitaire. Mais c'est quand même pour nous, pour tout le monde, à la fois un enjeu démocratique,
C'est un enjeu éthique. Et ça, c'est notre premier cap. Et puis, c'est un enjeu économique aussi. Par exemple, le gouvernement a lancé au printemps dernier une plateforme pour la mixité, une plateforme d'action pour la mixité des métiers et des filières. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, ce que je peux observer, c'est que la difficulté à faire entendre, mais pas pour des raisons d'absence de conviction, hein, mais certainement d'organisation du ministère. Mais la difficulté de faire entendre, par exemple, aux collègues qui s'occupent de l'enseignement professionnel que c'est un sujet, aux collègues qui s'occupent de l'orientation que c'est un sujet, parce que chacun est pris dans ses contingences et dans son travail quotidien, c'est quand même assez révélateur du chemin qui reste à parcourir. Donc on connaît tous les leviers, hein, le levier de la formation, le levier du pilotage, le levier de la mise à disposition de ressources et le levier de l'association des familles, qui est certainement le plus difficile et pour lequel on n'a pas vraiment d'outils en fait. Alors on a développé notamment un outil qui s'appelle la mallette des parents. Mais à l'époque où elle a été développée, il n'y avait absolument rien sur la transmission C'était quelque chose pour accompagner pour que les parents participent aux apprentissages, notamment apprentissage de la lecture. Il y avait des choses là-dessus, mais quelque chose sur les valeurs de l'école, les missions de l'école, les enjeux du développement d'une culture de l'égalité, il n'y a pas grand-chose. Il faudra certainement qu'on le fasse. Alors, qu'est-ce qu'on prépare au ministère actuellement ? Et j'ai fini dans 2 minutes. On prépare 3 choses principalement là qui occupent beaucoup de mon temps. On prépare un parcours, comme on sait qu'on ne va pas pouvoir former tout le monde en présentiel en même temps, en une année. On prépare un parcours de e-formation sur une plateforme qui a été mise en place il y a 2 ans maintenant, à destination essentiellement des personnels du premier degré, et qui offrira en 3 heures, alors c'est 3 heures, hein, c'est le calibrage de ces parcours, qui proposera à la fois des éclairages scientifiques et une réflexion sur des cas pratiques d'enseignement. Ce parcours, si certaines et certains d'entre vous sont intéressés quand il sera élaboré et voudraient voir comment on fait très concrètement. Je sais, j'avais entendu Nadine Plateau parlait à Lille de la plateforme que vous avez mise en place, qui est aussi un outil d'auto-formation. Alors quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça la semaine dernière, ou il y a 10 jours, là j'ai blémi en me disant « Ouh là là, ils ont fait un truc absolument formidable, et nous, avec notre parcours magistère, on va vraiment avoir l'air de rien, mais on pourra en discuter ». Ce qu'on envisage aussi dès la fin du mois de novembre, c'est un nouveau séminaire de cadre. Et notre ambition, c'est vraiment d'essayer de former, parce qu'on se dit qu'on ne pourra pas faire autrement, des équipes de formateurs dans les académies. Donc on va faire venir des délégations académiques qui, à leur tour, vont décliner ce séminaire dans les académies. Parce qu'en réalité, si on ne crée pas une demande sociale de formation parmi les personnels de l'éducation nationale, on trouvera dans les séminaires consacrés aux questions d'égalité toujours le même public, un public convaincu, qui se retrouve, qui est en général content de se retrouver, mais qui a du mal, d'abord qui se sent de plus en plus isolé, et puis qui a du mal à élargir un peu le cercle des collègues participant à des projets. Parce que ce qui
qui mérite d'être dit, c'est qu'on a un plan national de formation. Alors là maintenant, très clairement, les questions d'égalité filles-garçons sont inscrites comme une priorité nationale de la formation des cadres. Et c'est décliné dans les plans académiques de formation. Alors on a des plans académiques de formation avec pléthore de séminaires prévus sur... alors l'entrée générale, c'est valeurs de la République. Alors là-dedans, il y a laïcité, égalité, prévention des discriminations. Mais il y a beaucoup de choses, à la fois à destination des personnels du premier degré et des personnels du second degré. Mais le vrai enjeu, c'est de faire venir un nouveau public qui ne se sent pas a priori concerné. Et c'est un peu compliqué de se sentir concerné quand il faut réfléchir à sa propre pratique et se rendre compte qu'on véhicule soi-même et qu'on transmet malgré soi des stéréotypes qui induisent des comportements et produisent des inégalités. Je voudrais juste finir sur... donc, en 2014, quand l'inspection générale, là, en juin dernier, a rendu son rapport sur d'évaluation sur la baisse des l'égalité, ils ont dit une chose que je trouve éclairante, et j'imagine autant pour nous en France que pour vous. L'objectif, c'est d'apprendre à intégrer consciemment la mixité dans un métier qu'il a assimilé sans la penser. Et je trouve que la formule, quand même, est absolument éclairante. Et effectivement, on a une école mixte. On a un code de l'éducation qui dit qu'il faut favoriser la mixité. Alors, sous-entendu mixité des filières. Hein. Et on a une école mixte et la mixité est restée un impensé. Alors ça, l'inspection générale l'a dit en 2014, elle l'avait dit en 2013, elle n'est pas la première à le dire, la recherche le dit. Et notamment, nous travaillons dans le cadre de l'élaboration des outils avec la sociologue Marie Durubella, qui l'a dit très clairement. Donc nous, c'est vraiment, d'une part, de faire réfléchir à ce que sont les garçons et ce que sont les filles à l'école, et ce que c'est que le métier d'enseigner et de transmettre, sans rien abdiquer de la neutralité nécessaire de l'enseignant, mais en tenant compte des identités de chacune et de chacun. Ça, c'est vraiment, à mon avis, et de l'avis de beaucoup des personnes qui réfléchissent sur ces questions-là, c'est vraiment le nœud. Et évidemment, l'enjeu démocratique, c'est de faire partager à tout le monde une valeur de notre République, et de former des élèves qui arriveront dans une société qui a vraiment besoin d'élever les compétences de tous et de toutes, et d'assurer la réussite de tous et de toutes. Alors on réussira pas en un an, mais voilà comment on pense notre politique. Et ce qui est aussi très intéressant pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir pu vous présenter ces objectifs-là sans tout le bruit médiatique qui a tellement entouré cette question-là depuis 2 ans qu'en fait, on n'arrive plus du tout à se faire entendre.